Si vous cherchez un scandale sur des morts et des séquelles graves causées par la vaccination, vous l'avez. Ok, donc bonjour à tous et bienvenue sur Viking Studio. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo et on va parler de la tuberculose. Donc pour commencer, un peu d'histoire, parce que ça fait jamais de mal. Donc, la tuberculose c'est une maladie qu'on connaît depuis très longtemps. En effet, on trouve des mentions de la maladie qui sont vieilles de plusieurs millénaires, puisque la tuberculose elle est mentionnée avec d'autres maladies dans un texte vieux de 3000 ans avant notre ère, le Code de Hammurabi, qui note que le texte de loi mésopotamien le plus complet connu à ce jour est l'un des textes de loi les plus anciens que l'on connaisse. On a également retrouvé des traces de l'ADN de la maladie dans des momies égyptiennes vieilles de 4500 ans, et la maladie est également mentionnée dans le Deutéronome, qui est le 5e livre de la Bible, et vous savez, le dernier livre sur l'épopée de Moïse. Donc là, la tuberculose elle est mentionnée sous le nom hébreu de Shachéphet. On trouve également des mentions de cette maladie dans l'Antiquité gréco-latine. Donc les auteurs qui mentionnent la maladie décrivent une maladie qui est très longue et qui cause un dépérissement, que l'on retrouve sous les noms de phtisie ou tabès. Et une autre maladie qui est également sous le nom de tabès, c'est la neurosyphilis, puisque les deux maladies en fait ont été plus ou moins indifférenciées à un moment. Hippocrate, vous savez l'auteur du fameux serment, parle d'infection bronchopulmonaire et pleurale. Si vous avez vu l'épisode sur le pneumocoque, vous savez de quoi je parle. Il décrit une liste de symptômes dans lesquels on trouve un amaigrissement progressif, de la fatigue, de la toux avec crachat de sang, et il va distinguer une forme osseuse et une forme ganglionnaire de la maladie. Le crachat de sang, c'est vraiment typique de la tuberculose. C'est Avicenne, donc un célèbre médecin du monde arabe, pas l'hôpital parisien, qui caractérise le rejet de sang lors des quintes de toux de la tuberculose comme vraiment le signe que la maladie est à un stade plutôt avancé et assez grave. Il décrit une maladie qui est en 3 stades, donc un stade pré-inflammatoire, un stade ulcératif et un stade caverneux, et c'est une description qui va tenir jusqu'au 19e siècle. C'est en 1882 que Robert Koch, donc un médecin allemand, qui va reprendre les travaux de Pasteur, il va découvrir en fait à ce moment-là la bactérie Mycobacterium tuberculosis, qui porte également le nom de bacille de Koch en hommage à son découvreur. En fait, c'est la bactérie qui est responsable de la tuberculose. Donc c'est une bactérie à transmission aéroportée. Donc, par exemple, quand un tuberculeux tousse, il peut contaminer quelqu'un avec la tuberculose. On retrouve différents facteurs de risque face à la maladie. La promiscuité dite respiratoire, donc le fait de vivre dans un milieu où il y a des tuberculeux. Globalement, les milieux où il y a beaucoup de promiscuité, où il y a des malades, il y a beaucoup de chances en fait de finir malade avec cette maladie en fait. L'état de santé du patient avant l'infection est également un facteur de risque, puisque la malnutrition, le diabète, le bas âge, donc c'est-à-dire avoir moins de 5 ans, le grand âge, c'est-à-dire plus de 65 ans, et la déficience immunitaire, donc par exemple suite à une greffe ou avec une maladie comme le VIH, sont des facteurs de risque majeurs. La prise de drogue... Qu'est-ce qu'il meut encore, lui? Ah bah, c'est la modération YouTube, monsieur, comme toujours. Bon, quoi encore? Qu'est-ce qui vous va pas? Dites-le. Bah en fait, vous avez mentionné le nom de substances illicites et on n'aime pas ça, c'est interdit par la plateforme en fait. Et en fait, pour le bien des gens, on préférait que vous parliez des symptômes bien dégueulasses de la maladie. Ça serait beaucoup mieux pour nous. Ah ok, bon, on continue. Donc les intoxications médicamenteuses sont aussi un facteur de risque face à la maladie. Chez le sujet infecté, la bactérie elle a un temps d'incubation de 3 à 8 semaines. C'est un temps d'incubation, on va dire, tout à fait classique. Bon, un peu long, mais ça va. Selon le foyer infectieux, la maladie elle va pouvoir avoir différentes formes. Dans un premier temps, c'est la phase de primo-infection. Donc elle survient après un premier contact infectant avec le bacille. En gros, ça veut dire qu'on est porteur du bacille, mais qu'on n'est pas encore vraiment malade. Sachant qu'on peut être porteur sain de la tuberculose, vous le verrez après. Généralement, il va s'agir d'une phase asymptomatique chez l'adulte, contrairement à l'infection chez l'enfant, qui est symptomatique, avec des symptômes diffus, pas trop caractérisés dans 90% des cas. Mais on va retrouver de la toux dans plus de la moitié des cas, des douleurs thoraciques dans 20% des cas, et tout ça qui peut être accompagné de difficultés à respirer. Ou d'un gonflement des ganglions aussi dans quelques cas. Ensuite, la maladie elle va évoluer, donc dans plus de 85% des cas, ça va évoluer vers une tuberculose dite pulmonaire.
On retrouve souvent dans ce cas de la fièvre, des sueurs nocturnes, de l'amaigrissement et de l'anorexie. Vous savez, cette maladie qui fait beaucoup maigrir et qui cause des troubles, qui est causée par des troubles alimentaires et qui est vraiment vraiment pas bonne. Bah, ça peut être causé par la tuberculose. Les quintes de toux, elles peuvent amener jusqu'à des crachats de sang. Hein, d'ailleurs, le fait de cracher du sang quand il y a de la toux, c'est vraiment pas un bon diagnostic. Hein, c'est vraiment pas bon en termes de pronostic. Une des conséquences de la maladie, ça peut être le développement de cavernes dans les poumons. En gros, c'est le poumon par endroit qui meurt et des trous qui se créent dans les poumons suite à l'infection. Et en fait, ces cavernes elles peuvent devenir des nids à bactéries. Donc par exemple, suite à l'infection par la tuberculose, et si ces cavernes sont trop importantes, ça peut occasionner des nids de bactéries qui peuvent devenir résistantes aux antibiotiques antituberculeux. Après, on peut aussi avoir la maladie qui évolue vers une tuberculose ganglionnaire. C'est à peu près aussi fréquent que la tuberculose pulmonaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir un mix des deux. Il n'y a pas forcément qu'une seule forme qui va se développer. Là, il s'agit d'un gonflement des ganglions lymphatiques. Notamment dans la zone cervicale, c'est-à-dire ça va surtout être apparent dans la zone cervicale, un gonflement qui peut faire, ça va venir obstruer les bronches. Et donc on peut voir apparaître ce qu'on appelle des fistules, c'est-à-dire des espèces de petits boutons qui poussent, qui peuvent être purulents, donc ça suinte, ou avec des croûtes une fois que ça finit de suinter. C'est vraiment pas beau à voir, hein. Je vais pas vous mettre de photos parce que c'est assez dégueulasse quand c'est décrit comme ça. Donc c'est ce symptôme visible, qui était anciennement connu sous le nom de scrofule ou écrouelle, que les rois de France et d'Angleterre étaient censés guérir par le toucher. Je vous cache pas qu'il y avait quand même un risque de choper une belle merde en touchant les gens pour les guérir. Donc la maladie elle peut aussi évoluer vers une tuberculose urogénitale dans 14 à 41% des cas d'atteinte extrapulmonaire. Donc dans ce cas-là, c'est des problèmes au niveau des reins ou de l'appareil urinaire ou de l'appareil génital. Globalement, ça va être surtout des atteintes aux reins, et donc ça va être souvent être des atteintes unilatérales, c'est-à-dire un seul rein sur les deux est touché. Et dans 10% des cas, la maladie elle peut évoluer vers ce qu'on appelle le mal de Pott. En gros, la maladie elle vient se loger au niveau de la colonne vertébrale, par exemple, c'est-à-dire au niveau des os qui sont traversés par des nerfs. Et en fait, si c'est pas traité ou que c'est pas pris en charge suffisamment tôt, ça peut venir détruire petit à petit le système nerveux. C'est plutôt sympa comme symptôme, vous avouerez. Enfin, comme séquelle plutôt. Et bien entendu, comme c'est une maladie toujours aussi sympathique, la tuberculose elle peut également prendre la forme d'une méningite. Je vous renvoie vers l'épisode sur la méningite pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc la tuberculose est une maladie qui tue environ 4000 personnes par jour dans le monde selon l'OMS. Pour info, c'est 2 fois plus que le sida. Sachant que le sida, en déréglant le système immunitaire, peut faire que la tuberculose va vous tuer. En 2014, selon les recensements de l'OMS, toujours, c'est 190 000 morts de la maladie dans le monde. À titre de comparaison, au 19e siècle, on estime que c'est un tiers des décès aux États-Unis ou en Europe qui étaient causés par la tuberculose. C'est une estimation. Mais globalement, ça veut dire qu'on est sur une maladie qui est bien mortelle. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré qu'elle était incurable et que la mort survenait toujours à long terme. Heureusement, on a plus ou moins appris à soigner la maladie. Après, la baisse des décès, en fait, elle est liée, au niveau des soins, au développement des antibiotiques. Donc, dans les années 40, se sont développés des antibiotiques antituberculeux. Et pour la petite anecdote, la streptomycine, qui est l'antibiotique utilisé à grande échelle contre la maladie, c'est le premier médicament dont l'efficacité a été démontrée par un essai clinique randomisé en 1948. Donc l'essai clinique randomisé, c'est la norme aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une méthode d'essai clinique où on va vraiment faire appel à pas des méthodes, en gros, on ne va pas dire au patient ce qu'on lui donne. Le médecin ne sait pas forcément ce qu'il donne au patient. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui gèrent derrière, mais en gros, le patient ne sait pas ce qu'il reçoit. Et on estime l'efficacité vraiment à l'aveugle, avec un essai complètement, en fait, c'est complètement randomisé sur qui ça tombe. Même si après l'échantillon est dit normalisé, pour être représentatif. Après, un autre facteur qui a beaucoup fait reculer la tuberculose, c'est la vaccination. Et là, on va parler du BCG. Donc c'est un vaccin qui a été développé par analogie avec le vaccin antivariolique, c'est-à-dire, ils se sont dit, on va faire comme pour la variole, on va essayer de trouver une souche atténuée du pathogène. Donc en 1912, le médecin Albert Calmette et le vétérinaire Camille Guérin, ils vont parvenir à isoler une souche partiellement atténuée de la maladie, nommée Billiet-Calmette-Guérin. Retenez bien que c'est partiellement atténué, ça va nous servir plus tard.
En fait, il y a une souche qui n'est que partiellement atténuée parce qu'elle est toujours très pathogène, c'est le cheval, par exemple. Et c'est en 1921 qu'un vaccin développé à partir du bacille est testé sur des êtres humains en milieu hospitalier. Il faut savoir que ce vaccin, on l'a retrouvé, le vaccin BCG, sous forme orale, injectable, et injectable sur différentes méthodes, par scarification, par polyinjection, par injection unique, par intraveineuse, par hypodermique, par intramusculaire, etc. Ça dépend. Et donc c'est à partir de 1924 que des campagnes de vaccination vont se mettre en place, d'abord en France, puis dans d'autres pays du monde. Jusqu'au drame de Lübeck en 1930. Si vous cherchez un scandale sur des morts et des séquelles graves causées par la vaccination, vous l'avez. En 1930, les hôpitaux de Lübeck vont vacciner 256 nouveau-nés contre la tuberculose avec des préparations à base de BCG. Sur ces 256 nouveau-nés, 72 vont mourir d'une tuberculose généralisée. 131 vont développer une tuberculose dite clinique avec guérison. Ils auront quand même développé une tuberculose. Et 41 vont faire une conversion tuberculinique, c'est-à-dire qu'on peut détecter qu'ils ont la tuberculose, mais il n'y a pas eu grand-chose de visible. À ce moment-là, le BCG est considéré comme pouvant entraîner le développement d'une tuberculose grave et ce n'est désormais plus un vaccin fiable. Un vaccin a donné la maladie contre laquelle il était censé protéger. Pire, il a tué une grande partie des personnes qui étaient censées protéger. À savoir, on est sur plus que le quart. En fait, pourquoi du coup on l'utilise encore aujourd'hui s'il y a eu un tel désastre suite à une vaccination ? Ça, je comprends pas bien, tu vois, t'as dû oublier des détails. Tu peux éviter de fracasser le mystère que je voulais poser et détruire le watch time que je voulais avoir dans le but, effectivement, de faire un truc propre, hein, s'il te plaît. Ah ok, du coup ça veut dire que maintenant tu vas commencer à un peu débunker et potentiellement torpiller 2-3 antivax. Exactement. J'ai volontairement omis un détail dans les explications juste avant. Les doses du vaccin avaient été préparées par une personne qui n'avait pas les connaissances nécessaires en bactériologie et les médecins n'avaient pas vérifié la bonne atténuation du pathogène. Pour rappel, le bacille utilisé est seulement partiellement atténué, ce qui implique la nécessité de vérification extrêmement stricte avant son utilisation. Donc là, il faut faire vraiment gaffe à ce qu'il soit bien suffisamment atténué et que ça soit bien préparé et très très bien dosé. Le tribunal a d'ailleurs conclu à l'époque que l'accident était lié à un manque de rigueur dans la gestion des vaccinations. Enfin plutôt dans la gestion de la fabrication des doses de vaccins. Il faudra attendre du coup 1948 avant que les vaccinations massives ne reprennent. Parce que bien entendu ça va causer une certaine défiance. Il faut avoir le temps de montrer ce qui s'est passé et de comprendre pour ne pas reproduire les erreurs. Ce qui est très important. C'est-à-dire que l'objectif quand on vaccine les gens, c'est que les gens aient confiance dans le vaccin. Jusqu'à récemment, le BCG était obligatoire en France, donc il a été obligatoire des années 50 au début des années 2000. Je fais partie des personnes qui ont connu l'obligation du BCG. Puisque j'ai été vacciné contre le BCG, d'ailleurs je reviendrai après dessus parce que je fais partie aussi d'une autre catégorie assez particulière de la population par rapport au BCG. Avec la couverture vaccinale atteinte et la baisse du nombre de cas, l'obligation a été levée à de rares exceptions. Cependant, la tuberculose continue de sévir dans certaines zones en France. Alors après, le BCG, en fait, il y a un petit problème, c'est que... alors c'est assez rare, mais moi je fais partie des personnes chez qui le BCG ne prend pas. Mais genre vraiment pas. C'est censé être un vaccin qui est efficace en une seule fois. Je fais partie des personnes dans ce cas-là, c'est-à-dire que j'ai le problème que le BCG n'a pas été efficace chez moi. Et il y a plusieurs cas dans ma famille, c'est-à-dire même après 3-4 injections, ça n'a toujours pas pris. Pourquoi ? Bonne question. Parfois ça a pris à la 5e. Après voilà, c'est un vaccin qui reste quand même très efficace. Après aujourd'hui, voilà, comme j'ai dit, part dans les zones où la tuberculose sévit, c'est un vaccin qui n'est plus forcément nécessaire. Bon, cette vidéo touche à sa fin, donc du coup, je vous invite à vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo. Je vous invite également à venir sur la chaîne secondaire, à venir me suivre sur Twitch. D'ailleurs, cette vidéo a été tournée et montée en live sur Twitch.
Je vous invite également à venir me suivre sur mes réseaux, vous avez tout en description, donc Insta, Twitter, TikTok, le serveur Discord et compagnie. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt sur Geeking Studio. Ciao.